Bonjour à tous, on va reprendre sur cette session d'après-midi. Bienvenue dans la session qui est la session du carreau. Pour ceux qui ne connaissent pas, le carreau, c'est le club d'anesthésie en réanimation, en anesthésie-réanimation obstétricale. Donc, grosso modo, les anesthésistes réanimateurs qui se fédèrent au niveau national et qui travaillent dans les maternités. Donc, on est ravis de participer à PSF. Ça fait plusieurs années qu'on vient sur PSF. On participe à beaucoup de congrès, d'ailleurs, en lien avec les obstétriciens, les sages-femmes, les pédiatres et les psychologues également. C'est très important, je pense, qu'on travaille tous ensemble et qu'on réfléchisse tous ensemble. On a tous des points forts à partager. Donc, on est venu aujourd'hui partager nos points forts. Et nos points forts, vous le savez, sont les prises en charge des situations à risque en maternité. Et donc, cette année, pour les situations critiques, on vous proposera 3 thématiques différentes. Une autour de l'organisation, le leadership, la communication. Une autre autour de la césarienne code rouge, enfin les césariennes en urgence, pardon, et justement comment on communique au niveau de ces codes. Et enfin, les nouveautés dans la prise en charge de l'HPP. Donc une présentation faite par le professeur Dominique Chassard qui travaille à l'hôpital Mère-Enfant à Bron. Et donc toujours sur cette thématique un peu de communication, mais cette fois plus focalisée sur la césarienne, avec effectivement ces notions de code de communication, donc un point un peu plus spécialisé sur la problématique de la césarienne urgente, avantages et limites des codes de communication. Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de voir la salle est bien pleine. C'est un beau succès déjà d'organisation. Alors ensuite, c'est vrai que ma présentation va un peu se recouper ce que vous avez présenté, donc l'orateur précédent. Mais je pense que c'est bien de répéter certaines choses, car on découvre petit à petit que la communication, c'est peut-être aussi important que le geste technique. C'est peut-être même parfois plus important que le geste technique. Alors, pourquoi sans doute on m'a demandé donc un petit peu de faire cette présentation? Il y a 2 raisons. Enfin, on a 2 challenges importants au cours des césariennes code rouge. C'est qu'il faut sortir cet enfant. Mais toutefois, il ne faut pas prendre de risque maternel non plus. En particulier, si on est obligé de réaliser une anesthésie générale qui est considérée comme parfois une anesthésie à risque, en extrême urgence. Donc c'est vraiment important d'évaluer au plus juste donc, le risque fœtal avant de prendre cette décision. Il y a quand même d'autres circonstances où le risque maternel est aussi important que le risque fœtal. Je donne l'exemple des hémorragies, par exemple. Eh bien, l'enfant est menacé parce que l'hémodynamique n'est pas correcte, mais la mère aussi est menacée de son côté. Donc, il y a des situations parfois un petit peu différentes. Les challenges sont différents. Alors, si on regarde cette diapositive, certains vont se reconnaître. En fait, l'équipe, elle est mixte. Il y a d'un côté le gynéco-obstétricien, et de l'autre côté, il y a l'anesthésiste. Et c'est vrai, je pense que de manière un peu inconsciente, l'anesthésiste voit surtout le côté maternel, je pense. Bien sûr qu'on pense aussi à l'enfant. Et l'obstétricien, il pense surtout à extraire l'enfant. Voilà, on a une vue, hein, ce type de schéma qui est représenté en bas est connu. Ce sigle-là, il est interprété d'une manière différente selon de quel côté on le regarde. Donc on n'a pas toujours la même vision et les mêmes objectifs lorsqu'on travaille ensemble. Et puis, il y a aussi un adage qui est certainement vrai, hein, c'est assez facile. Tout ce qui est bon pour la mère, c'est habituellement bon pour le fœtus. Hein. Mais, à contrario, tout ce qui est mauvais pour la mère, attention, ça peut être aussi très mauvais pour le fœtus. Donc, il faut que chaque membre de l'équipe réfléchisse bien. Alors, dans l'urgence, il faut savoir communiquer. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, par un code simple, si possible, parce que les choses simples, ça se comprend facilement. Mais si on regarde un petit peu aussi la partie droite de la diapositive, communiquer, il faut savoir s'organiser entre soignants. Et je pense que l'exemple le plus parlant, moi je ne suis pas un fanat de course de Formule 1, je vous rassure tout de suite, mais si on regarde ce qui se passe dans les paddocks, hein, il y a des équipes d'une vingtaine de personnes. En 5 secondes, ils changent les 4 pneus, ils font le plein d'essence, ils nettoient la lunette du conducteur, enfin ils font tout en 5 secondes. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des spécialistes, donc les spécialistes c'est nous, les gynéco-obstétriciens et l'anesthésiste, mais surtout, il y a un leader, là qui est ici, qui supervise tout le monde
et qui est capable d'organiser les choses et de dire attention, toi tu as passé vite, toi tu vas trop vite, tu fais autrement, etc. Donc on a la notion de leader qui a déjà été exposée, qui est parfaitement mis en exergue par ce type d'activité, enfin par ce type de sport. Alors l'alerte sur l'urgence, elle passe par des codes. Ça, c'est assez universel dans la littérature et dans tous les pays. Et les premiers qui ont été publiés, enfin peut-être qu'il y en avait d'autres avant, mais qui sont assez connus dans les pays anglo-saxons, c'est la classification donc, de Lucas, qui est anglaise, qui a classé le niveau d'urgence en 4 niveaux, bon, vous connaissez, avec des temps qui ont été donnés, 30 minutes, 75 minutes, on en reparlera un peu plus tard. Mais les Français ne font jamais comme tout le monde. Donc, du coup, chez nos voisins de la Croix-Rousse, notre collègue Dupuis a publié en 2003 une autre classification qui a repris, cette fois-ci, des couleurs. Donc, c'est rouge, orange, vert. Je pense qu'en France, c'est la majorité de ce... Enfin, on utilise assez couramment ce type de code, avec en face, de nouveau des temps. Et vous voyez que les temps ne sont pas les mêmes que la classification qui a été proposée par Lucas quelques années auparavant. Alors, il y a d'autres classifications qui existent. Par exemple, au Canada, c'est le code bleu, ce n'est pas le code rouge le plus urgent. Chez certains, c'est le code 1, 2, 3, et c'est le 1 qui est... voilà, il y a différents codes, mais en tout cas, les gens parlent en langage codé. Alors la communication, on l'a entendu, hein, le code rouge survient, il faut que tout le monde soit au courant, donc il faut que l'information diffuse. Tout ça, ça passe par le téléphone, parce qu'on est tous accrochés à nos smartphones et à nos téléphones à l'heure actuelle, et puis on garde, c'est vraiment impératif. Et c'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure, l'appel centralisé, je pense que c'est devenu un petit peu la référence. Il y a quelqu'un qui parfois donne un message, parfois c'est simplement un bouton, hein, c'est un peu une sonnette d'alarme. Il appuie sur un bouton, ça envoie un signal, code rouge, salle d'accouchement, tout le monde se met en branle et descend rapidement dans la salle d'accouchement. Pendant ce temps-là, on a prévu, sans communication forcément, parce que nous, les anesthésistes, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser une anesthésie, si possible, une loco-régionale plus qu'une anesthésie générale. Quand la patiente a une péridurale en place, eh bien, les infirmières anesthésistes commencent à injecter dès qu'on a la notion de code rouge pour gagner du temps, parce qu'une anesthésie péridurale, ça met à peu près 10 à 15 minutes pour s'installer correctement, pour que la patiente puisse subir son intervention. Donc il y a toute une procédure qui est derrière ce petit bouton d'appel. Alors les codes couleurs, ça a beaucoup augmenté la rapidité d'action de nos procédures. Vous avez cette étude qui a été faite ici. On voit que sur différents temps, on peut gagner 3 minutes, 4 minutes, mais le temps, on le gagne surtout sur le transfert. Alors, les grosses maternités, elles sont assez bien organisées, elles ont la salle d'accouchement et le bloc, souvent, est à 5 mètres, 10 mètres de la salle d'accouchement. Donc, ça va assez vite, on peut transporter les patientes assez vite. Mais dans d'autres structures, parfois la maternité, eh bien, la césarienne va se faire dans un bloc qui est contigu du bloc central ou ailleurs, et ça peut prendre un peu de temps. Il y a parfois même des ascenseurs, ça peut arriver, enfin bon. Et c'est là-dessus que l'on peut gagner beaucoup de temps. Alors ce fameux intervalle d'extraction de l'enfant, c'est vrai qu'on est très focalisé là-dessus. Vous avez vu tous les codes, toutes les classifications ont donné des temps d'intervention qui sont variables d'un pays à l'autre. Hein, il faut quand même faire attention à ça. Pourquoi ? C'est assez simple. On pense que s'il a un danger pour l'enfant, en particulier une anoxie cérébrale, eh bien le risque, on le sait, vous avez certainement croisé des cas assez dramatiques d'enfants qui se retrouvent avec des états neurologiques vraiment très dégradés, qui parfois ne survivent pas à cet incident. Et ce qu'on ne sait pas bien, c'est quel est le temps limite pour intervenir. En France, on a dit 15 minutes, ça serait pas mal si on pouvait intervenir avant 15 minutes. Les Anglais, ils ont dit un peu plus cool, un peu plus flegmatique,
30 minutes, ça devrait peut-être aller. Sauf si vraiment la situation est catastrophique, il y a quand même un petit bémol. Mais ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Parfois, les enfants sont parfaitement roses, sont parfaitement vivants, ils têtent bien, ils font des petits sourires, mais on ne sait pas si quelque part, dans leur cerveau, il n'y a pas eu une zone de souffrance et que plus tard, ils n'auront pas des troubles de l'apprentissage, des troubles de calcul, de l'orthographe, etc., des troubles d'apprentissage divers, de mémorisation. Pour l'instant, ce n'est pas très connu. On s'y est penché en anesthésie sur les effets, par exemple, de l'anesthésie générale chez les petits-enfants. Vous allez entendre parler de cette controverse. Est-ce que l'anesthésie générale chez les tout petits-enfants peut induire des difficultés d'apprentissage plus tard, vers l'âge de 5 ou 6 ans? Pour l'instant, la réponse, c'est non, a priori. Mais il n'est pas sûr que parfois, certains épisodes d'ischémie chez ces enfants n'aient pas des retentissements. Il n'y a aucune étude de fait, hein, c'est purement putatif ce que je raconte, mais ce n'est pas exclu. Alors, est-ce qu'il faut toujours se précipiter? C'est un peu ça, finalement, la bataille, hein, du code rouge. Est-ce qu'il faut vraiment se précipiter? Et si on lit la littérature, alors ce n'est pas en très gros, mais je vous ai mis ici à peu près 6 études, eh bien, le délai de 30 minutes, dans la littérature anglo-saxonne, pour eux, ça ne pose aucun problème au niveau du score de comportement, en tout cas, à la naissance, etc. Donc ils sont un peu moins anxieux que nous, qui sommes très fixés sur le 15 minutes, et ça peut poser quand même interrogation, parce que les études qui sont citées ici, ce n'est pas 10 enfants, hein, il y a plusieurs milliers d'enfants dans la plupart de ces études, et on reste quand même un petit peu toujours interrogatif sur ce délai. Alors le code couleur, c'est vrai, ça permet d'améliorer des temps, mais c'est qu'une notion, hein. On voit que lorsqu'on met en place ces procédures, on gagne 15 minutes parfois dans les niveaux 1, dans les maternités de niveau 1, on peut gagner 3 minutes, vous voyez, dans certains niveaux 3, et finalement, dans leur étude, là, toujours l'équipe de Rudy Gauze et puis de Cyril Huissou, eh bien, sur le fœtus, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils n'ont pas trouvé qu'il y avait eu d'amélioration au niveau des scores chez les enfants. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez une autre étude ici, je crois qu'elle vient d'Autriche, avec un collectif beaucoup plus important. Eux, ils ont trouvé quand même que quand ils avaient amélioré le circuit, le code couleur, donc était derrière la procédure, était beaucoup mieux établi, eh bien, il y avait un peu plus d'amélioration sur des données qui sont quand même très macro, c'est-à-dire le pH et l'Apgar. Ça ne veut pas forcément dire que plus tard, les choses seront mal, hein. On n'en sait pas plus parfois sur le devenir cérébral de l'enfant, sauf si c'est vraiment très catastrophique. Alors pour nous, la conséquence, hein, du code rouge, c'est quand on nous met en urgence avec ce code, eh bien, c'est que parfois on peut être tenté de faire plus d'anesthésie générale. Si on est un peu trop poussé, on peut nous dire, allez, dépêche-toi, vas-y, là, mais oui, mais ma péridurale, elle ne marche pas encore, tant pis, t'as qu'à faire une AG, et puis voilà. Et du coup, le taux d'anesthésie générale pour ce type de procédure, eh bien, il peut aller jusqu'à 20% parfois, ce qui est beaucoup trop, hein, beaucoup trop. Donc, il faut être un petit peu plus... Il faut analyser un petit peu mieux. Alors, je ne m'étais pas concerté, mais les codes de communication pendant la crise, on l'a vu, hein, la mauvaise communication, c'est quand même plus de 66%, et ça on retrouve dans toute la littérature, eh bien c'est une cause quand même d'événements indésirables très très importante au cours des différentes procédures. Alors on a vu déjà les biais cognitifs, hein, on en a parlé. Et puis, ça tombe bien, l'ASFAR a émis des recommandations, je ne sais pas si vous les avez lues, c'est assez intéressant, qui regroupent un petit peu tout ce qui a été dit précédemment par ma collègue. Donc les facteurs humains en situation critique, on l'a vu, ce qui est important, c'est une bonne communication avec le système de la loupe. Elle a expliqué passe-moi le sel, mais là c'est passe-moi l'adrénaline, c'est un peu plus efficace, et avec le retour derrière, etc. Donc ça c'est important.
On n'est pas très habitué à ça. Il faut reconnaître qu'on n'est pas encore très habitué à agir comme ceci. Ce qui est important aussi, elle l'a dit, c'est peut-être essayer de faire des petits briefings quand même, avant d'entamer une procédure difficile. Et comme je le dis, on est tellement obsédé par les temps, parfois, de cette fameuse durée d'extraction 15 minutes, 30 minutes, qu'on en arrive à oublier peut-être des règles élémentaires de sécurité. Hein. Il faut être attentif. Un dernier geste, il n'est pas toujours fait au bloc. Est-ce que tout le monde fait un dernier enregistrement du rythme cardiaque fœtal en cas de code rouge? Qui le fait toujours? Presque toujours. Il n'y a pas beaucoup, hein? Voilà. Alors que c'est obligatoire, normalement. Enfin, moi, c'est recommandé par le CENGOF. Et, oui, et quand on interroge ceux qui le font régulièrement, Frédéric Mercier avait regardé ses dossiers, il y a 20% de code rouge qui passent immédiatement en code orange. Voilà. Donc c'est une notion quand même qu'on doit avoir. Donc en situation critique, le leader, on l'a vu, c'est important. Il y a les leaders, il y a les followers. C'est pas toujours facile. Ça peut être n'importe qui, on l'a vu. Hein, c'est n'importe quel acteur. Il faut pas... voilà. Et puis la discussion, le CRM, on l'a vu, c'était une ressource importante pour bien gérer ce code rouge. Alors, l'entraînement aussi, on l'a vu, la simulation, c'est un autre point fort qui ressort dans ce catalogue de bonnes choses à faire. On a parlé, donc ici, donc c'est les aides cognitives. Là, c'est l'arrêt cardiaque, on en a parlé tout à l'heure. C'est parfait. Donc il y en a à peu près, le carreau en a édité à peu près 8 ou 10, je ne sais plus exactement. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'il y ait des effectifs qui soient adaptés à la situation. Alors, on n'est pas toujours dans les clous, malheureusement. Parfois, il faut savoir un petit peu, je dirais, pas lever le ton, mais affirmer quand même que la sécurité, ça passe parfois par des effectifs suffisants pour prendre en charge les patientes d'obstétrique. Alors, j'ai essayé de faire une conclusion sur ce thème. Donc, les avantages d'un code d'urgence, c'est que le code couleur, ça sensibilise le personnel médical et paramédical donc à la durée d'intervention, si possible la plus courte possible. Donc ça nous a mis dans la tête qu'il fallait s'organiser. Ça nous oblige à des objectifs de performance et surtout d'organisation spatiale. On l'a vu, c'est là-dessus qu'on peut gagner du temps assez facilement et ce n'est pas au détriment, je dirais, de la communication entre les différents acteurs. Donc ça, c'est un point important, je pense, du code d'urgence. Alors, les inconvénients, c'est que le code couleur, ça ne signale pas toujours la nature, la possible réversibilité, ni la personne concernée par la crise. Moi, ça m'est arrivé, ça sonne, code rouge, on descend, qui sait? Elle était là depuis 2 heures, voilà, ça s'est mal passé. Ah bon, ben voilà, on l'apprend au dernier moment. Donc évidemment, on n'est pas très à l'aise. L'infirmière a déjà injecté dans la péridurale. On découvre complètement la patiente alors qu'on est dans un code d'urgence, une situation de crise. Donc vous imaginez que ce n'est pas très confortable pour l'équipe. Alors, le code couleur, justement, peut faire ignorer les autres aspects du travail en équipe. Ça peut être tellement simplifié, tellement automatisé qu'on en arrive à même plus discuter. Donc, attention à ça. Et puis, je pense qu'on nous a tellement répété qu'il y avait des temps attachés à ces codes de couleur, qu'ils étaient réglementés, 15 minutes, 30 minutes, qu'on peut parfois se précipiter. Et ça peut nous pousser à réaliser des anesthésies générales complètement inutiles. Et je réinsiste de nouveau sur le monitoring au dernier moment, la discussion qui permet parfois de réévaluer le dossier et de prendre donc de bonnes décisions. Donc comme je l'ai dit, hein, la précipitation, ça vient du diable, et la réflexion vient de Dieu. Voilà.
Alors, une dernière diapositive. Donc, ce qui est important dans les situations de code rouge, avant, c'est de travailler en simulation en équipe, organiser tous les espaces de travail, la continuité des soins. Hein. Il faut des procédures écrites et connues de chacun. L'appel centralisé avec code, c'est bien, mais si on peut modifier le message chaque fois, ça c'est encore mieux, comme on l'a dit. Et pendant la crise, eh bien, un petit briefing quand même avant de commencer à faire la césarienne. Si possible, désigner un leader. Alors parfois, ça se fait naturellement, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut bien, à 3 heures du matin, se dire, est-ce que je ne suis pas dans mon tunnel de réflexion et que je n'ai pas un biais cognitif important. Il faut savoir utiliser les aides cognitives, la close loop, hein, si possible, et puis éviter les interruptions de tâches. Et puis après, il faut continuer. Hein, c'est un exercice qui ne s'arrête jamais. Il faut débriefer les dossiers. Alors généralement, c'est bien fait. Ne pas hésiter à faire des RMM très souvent sur l'ensemble des codes rouges qu'on peut avoir, parce que c'est là où on découvre que finalement, l'indication, elle n'était pas aussi formelle que ça, etc. Que, par contre, on a bien travaillé ce temps-là, un peu moins bien ce temps-ci, etc. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des codes couleurs et de la communication qui est autour de ces codes. Merci. Merci Dominique. J'imagine qu'il y a quelques questions dans la salle qui ont été soulevées par Catherine. Pas toi. Oui. On a repris avec une thèse d'une interne il y a une quinzaine d'années, Fanny Bloch, sur quand on reprenait tous les codes rouges, il y a un tiers de codes rouges qui sont des bonnes indications, un tiers qui ne sont pas des indications de code rouge, et un tiers qui sont fluctuantes, où on prend en compte l'expérience de l'opérateur, le moment de la journée, s'il y a beaucoup de travail, si c'est la nuit, etc. Mais il y a très très peu d'indications de code rouge. Oui, donc nous, on essaye de reprendre toutes nos indications et de les rediscuter. Normalement, le taux, il devrait être inférieur à 10%. Des césariennes en urgence. Oui, c'est ça. Voilà. 5%. Ouais. 5. Mais il y a la procidence du cordon, l'arrêt cardiaque maternel, la forte suspicion de rupture utérine. C'est surtout sur les troubles du rythme, parfois il y a la bradycardie de plus de 10 minutes. Oui. Donc il faut quand même attendre avant de passer en code rouge. Et j'avoue que nous, dans ces situations-là, on ne refait pas d'enregistrement du rythme cardiaque. Une procidence du cordon, on y va. On ne va pas réenregistrer derrière. La sage-femme, elle a la main dans le vagin de la dame. L'indication est formée. Non, pas obligatoirement. Voilà. Bonjour, Véronique Peretti, Bonjour. je suis gynécologue obstétricienne à Saint-Pierre à La Réunion. Justement, mais ça rejoint un j'y petit peu étais la semaine votre dernière. sur justement le contrôle du RCF dans le cadre d'une bradycardie. Est-ce qu'il vous arrive de remettre en question l'indication de césarienne ou alors c'est simplement pour rétrograder de code rouge à code orange? En général, c'est pour rétrograder. Oui, Catherine, tu es d'accord. C'est rare qu'on revienne sur l'indication de césarienne. Il me semble que j'ai vu une fois, mais il me semble qu'une fois, on était revenu même à vert et on avait sorti la patiente parce qu'on en avait une autre qui était plus urgente. Ça m'est arrivé, ça. Mais c'est sur 30 ans de carrière. Hein. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que disait Catherine, c'est que je pense que sur le moment, on n'était pas discuté l'indication de césarienne code rouge. Par contre, il est certainement important d'avoir des RMM, ou en tout cas une évaluation a posteriori de ce qu'on fait pour voir si ces indications sont toujours bien posées, si on peut pas s'améliorer sur les indications. Je pense surtout un travail qu'il faut faire toujours en feedback, en fait. Mais sur le moment aigu, c'est compliqué de discuter les codes rouges, quoi. Nous, notre impression avec Lionel, c'est que on travaille vite. Hein, quand on regarde la littérature, les temps d'extraction code rouge, on a fait plusieurs travaux d'anesthésie, c'est entre 10 et 12 minutes. Quoi ? Non, c'est 10 à 12 au total, entre l'appel et l'extraction. Hein. Donc c'est quand même... ça va, on n'a pas à se plaindre. Oui, mais... Et en fait, on se dit parfois, on a fait tellement vite que est-ce qu'on a bien fait d'aller si vite que ça? Et peut-être qu'on aurait... Voilà, il y a des cas quand même, on peut se poser la question.
on a l'impression un peu de précipitation. On se met du stress pour tout le monde. Et dans cette situation-là, c'est vrai que la communication n'est pas très efficace. Oui, il y a le stress qu'on peut vivre, il y a le risque pour la mère qui soit psychologique, qui soit infectieux, parce qu'on ne fait quand même pas une asepsie qui soit parfaite. Donc, je pense que... Et la douleur pendant la césarienne, parce que c'est potentiellement aussi une complication quand on pense que, effectivement, notre analgésie va suffire. Je pense que c'est quand même des situations qui sont traumatisantes pour tout le monde. Donc, il faut les réserver à celles qu'ils méritent vraiment pour la situation clinique. Ça fait réagir d'autres gens dans la salle? Non? On va peut-être te remercier beaucoup, Dominique. Avant d'enchaîner, merci encore. Juste avant d'enchaîner avec Max, qui va nous informer des nouveautés dans la prise en charge des HPP, j'ai un service à vous demander. Vous travaillez dans beaucoup de maternités différentes. Au sein du Carreau, on essaye de mener une enquête sur les parturientes critiques, justement ces patientes qui font des complications pendant leur accouchement, et plus particulièrement sur ce qu'on appelle les soins critiques, qui sont soit la réanimation, soit les soins intensifs. Et on voudrait comprendre comment les gens s'organisent, à quel service vous avez accès. Donc, vous trouverez à la sortie... Il y a des petits flyers, c'est pas du tout développement durable, mais j'ai pas trouvé mieux. Si vous pouvez le ramener dans votre maternité, peut-être le confier aux anesthésistes pour qu'ils y répondent, parce que souvent c'est eux qui orientent les patientes, ou y répondre si vous pensez que vous êtes certain des réponses. Ça nous rendrait un grand service. Donc soit vous venez jusqu'à nous en prendre ici, soit dehors, les messieurs l'ont à la sortie. Je compte sur vous, on compte sur vous. Donc maintenant, je passe la parole à Max Gonzalez, qui va nous faire... Max travaille ici même, à Lille. Il est très investi et dans sa maternité et dans le Carreau, et qu'il soit ici remercié de notre part. Et il va vous parler des nouveautés dans la prise en charge de l'HPP en 2023. Merci Max. Merci Estelle, merci à tous. Merci pour cette invitation et un sujet très vaste puisque effectivement l'échographie, l'Eurothem et le Cell Saver pourraient déjà en soi nous occuper longtemps. Et donc du coup, je vais essayer de donner des messages plutôt pratico-pratiques en essayant de m'appuyer sur des éléments de littérature les plus synthétiques et les plus marquants possibles pour pas que ça soit trop long et que ça reste intéressant pour tout le monde. J'ai pas de conflit d'intérêt pour la thématique, donc je vais commencer dans l'ordre par l'échographie. Alors effectivement, il y a plein d'implications différentes de l'échographie pour optimiser la prise en charge de l'HPP. Je passe rapidement sur en fait le premier message, c'est que vous avez souvent à votre disposition des sondes abdominales et donc du coup je voulais me concentrer sur les différents types d'échographie que vous pouvez faire avec cette sonde qui peuvent vous dépatouiller dans cette situation d'hémorragie du postpartum. La première, c'est l'échographie abdominale que vous connaissez bien, mais pour laquelle on va peut-être préciser certaines indications importantes. Et la deuxième, c'est l'échographie hémodynamique, puisqu'en fait la sonde abdominale peut vous permettre d'accéder à des informations hémodynamiques qui, dans des cas caricaturaux, peuvent vous permettre d'avancer sur un diagnostic notamment d'hypovolémie ou de situation caricaturale de collapsus ou de défaillance circulatoire. Alors, je ne vais pas évoquer aujourd'hui aux grandes dames de nos modérateurs, notamment l'échographie gastrique, parce que ça sort un peu du champ, ça nous intéresse beaucoup, nous, mais effectivement, en contexte d'hémorragie du postpartum, ça peut nous aider à évaluer le risque d'inhalation en cas de nécessité, par exemple, de faire une révision utérine sous anesthésie générale. Si j'avais eu le temps, j'en aurais dit un peu plus, mais je ne vais pas en parler plus. Et effectivement, également l'échographie cardiaque avec d'autres sondes qui sont un peu plus complexes, qui nous permettent d'avoir des informations un peu plus précises dans le contexte d'hémorragie du postpartum pour notamment prédire la réponse au remplissage et notamment de savoir si la patiente va tolérer ce remplissage et notamment dans des situations difficiles d'HPP sévère où on a mis plein de produits sanguins. Alors pourquoi l'échographie abdominale est-elle si importante dans l'HPP ? À mon sens, l'élément principal, c'est de revenir au dernier rapport sur la mortalité maternelle du triennum 2013-2015. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu, parmi les 22 décès du triennum par hémorragie, il y avait, dans 75% des cas, c'était dans le cadre d'une césarienne en urgence. Et dans un tiers de ces cas, il y avait une plaie chirurgicale péropératoire. Et vous savez que dans cette enquête, il y a une grande part qui est liée à l'évaluation de l'évitabilité. Et en fait, on se rend compte que une grande partie de ces décès étaient considérés comme évitables.
Et l'évitabilité était souvent liée à un retard diagnostique sur une hémorragie non extériorisée. Donc on a fait beaucoup de progrès sur l'atonie, sur les saignements extériorisés, mais les hémorragies occultes prennent beaucoup de place dans cette mortalité-là. Et donc en fait, l'une des conclusions de la partie hémorragie de ce rapport était que devant tout signe d'appel, tachycardie, hypotension, malaise, douleur abdominale en post-opératoire des césariennes, et ben effectivement il fallait penser à un hémopéritoine méconnu et de réaliser l'échographie abdominale que vous faites régulièrement, mais je me permets d'insister sur ce point pour rechercher donc du coup un épanchement intra-abdominal méconnu. Donc vous savez, dans l'espace de Morrison, on peut avoir des épanchements de moyenne abondance, de plus grande abondance, mais c'est des signes d'appel qui peuvent en tout cas mettre en route l'artillerie, en tout cas mettre en branle l'équipe pour essayer d'arriver rapidement à une hémostase et d'éviter la coagulopathie et la pérennisation de l'hémorragie. Voilà. Et bien sûr, donc du coup, d'autres images également dans le cul-de-sac de Douglas. Donc ça vous connaissez bien, mais effectivement, le replacer dans le contexte des préconisations de l'enquête de mortalité maternelle me semblait importante. À part cela, je pense que par contre, l'évaluation hémodynamique, pour vous, c'est pas forcément quotidien. Or, en fait, on a l'impression que c'est pour l'anesthésiste, on a l'impression que c'est très complexe, mais en fait, des situations caricaturales, vous pouvez, avec votre sonde abdominale, avoir des informations importantes. Pourquoi dans l'HPP c'est particulier? Parce que forcément, ça peut se compliquer d'un choc hémorragique lorsque le saignement est soit abondant, soit de cinétique rapide, ou les deux. Et en fait, de connaître le statut volymique de la patiente peut vous aider dans la gestion du remplissage vasculaire, puisque en plus, remplir à tort une patiente qui n'en a pas besoin, et ben en fait vous allez, alors le risque d'OAP maintenant c'est pas forcément au premier plan, mais par contre vous allez aggraver l'hémodilution de la patiente et donc forcément et diluer aussi les facteurs de coagulation et potentiellement aggraver les choses. Donc c'est important d'avoir des informations pour savoir si je remplis ou je ne remplis pas. Donc vous mettez votre sonde abdominale comme ça en sagittale, vous voyez cette image là avec le lobe gauche du foie en haut et la veine cave inférieure ici. Voilà, et là où il y a la flèche, c'est là où vous pouvez évaluer un petit peu la veine cave. La veine cave va vous servir à évaluer la volémie du patient parce que c'est directement en connexion avec les cavités cardiaques et que lorsque les patients sont très hypovolémiques, bah, du coup, la veine va être plutôt fine et comme on va le voir après. Donc si vous avez par exemple cette image-là, tout de suite vous voyez une veine cave complètement collabée. Vous pouvez être sûr que dans le contexte de l'HPP, si vous posez la question de est-ce que la patiente est hypovolémique ou pas, a priori elle l'est. Et si vous posez la question que vous avez cette image-là, a priori elle ne l'est pas. C'est bien sûr des situations caricaturales, mais ça peut vous aider à avancer un petit peu. Alors autre chose, l'évaluation cinétique est importante. Donc là vous voyez une veine cave qui est ce qu'on appelle collapsible à l'inspiration. Pourquoi? Parce que quand vous inspirez, vous créez une dépression intrathoracique et donc le sang il fait voilà comme ça et lorsque vous êtes hypovolémique et ben forcément en inspirant hop la veine cave se collabe et donc c'est un signe aussi probablement d'hypovolémie chez votre patiente. Donc ça c'était pour l'évaluation de la veine cave, mais dans certaines situations si vous déplacez un petit peu la sonde et vous béquez un peu comme ça, vous allez pouvoir accéder à des images simples et assez sommaires de la contraction cardiaque, pas pour regarder si le cœur se contracte bien, nos patientes elles ont des cœurs qui fonctionnent bien d'habitude, mais pour rechercher des signes soit d'hypovolémie très importante, soit de situations critiques qui peuvent nous arriver dans le cadre de l'hémorragie. La première c'est, il y a eu un petit souci, mais on voit à peu près bien. Donc là en fait vous voyez en fait le cœur gauche qui se contracte, et en fait ce cœur-là a une fraction d'éjection de 90%. Il éjecte quasiment tout. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle un ventricule gauche hyperkinétique. Quand vous avez ça, c'est que dans la circulation, il n'y a pas grand-chose à éjecter. Donc ça, c'est un signe d'hypovolémie important. Donc ça, couplé... alors des fois, on a des fenêtres qui font qu'on n'arrive pas à bien voir la veine cave. Si vous voyez que ça, c'est un signe indirect aussi d'hypovolémie qui peut vous orienter vers un remplissage vasculaire. Autre cas important, par exemple, dans le cadre d'une hémorragie, l'HPP, si elle s'intègre dans un tableau syndromique qui vous évoque quelque chose d'un petit peu inhabituel, par exemple une défaillance circulatoire brutale avec un gros malaise juste après une révision utérine, vous dites oh là là, c'est peut-être une embolie amniotique, mais je ne sais pas, j'en suis pas sûr, c'est peut-être que ça a saigné fort d'un coup, la patiente a une révulsion oculaire, elle a convulsé, tout ça, on se dit oh là là, est-ce que c'est une embolie amniotique ou une hypovolémie? Eh bien, si vous mettez votre sonde et vous voyez un gros cœur droit dilaté avec éventuellement
des images anormales à l'intérieur des cavités droites qui évoquent éventuellement du matériel amniotique en transit, et ben ça vous oriente vers une embolie amniotique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on a, en fait, vous savez, l'embolie amniotique, c'est pas qu'il y a une très grande quantité d'embolie de liquide amniotique qui part dans la circulation pulmonaire et qui bouge tout. En fait, c'est une réaction anaphylactoïde en réponse au passage de cellules amniotiques qui font que les artères pulmonaires vont se constricter, et il va y avoir une hypertension artérielle pulmonaire, un gros obstacle pour le ventricule droit. Et c'est pour ça que vous avez des dilatations comme ça qui montrent en fait la défaillance du ventricule droit. Et si en plus vous avez du matériel amniotique que vous visualisez, ça peut vous orienter dans le cadre de l'HPP pour déclencher un petit peu une armada de prise en charge qui va être complètement différente que dans le même cas avec une patiente complètement hypovolémique, avec un VG qui fait comme ça, une veine cave qui est toute plate. Voilà, donc c'est des choses simples qui me semblaient importantes à rappeler dans le contexte de l'HPP. Alors on va passer à un deuxième sujet qui est très, très large également, c'est la place du ROTEM. Alors, je ne pourrais pas tout vous dire, donc j'ai essayé d'être synthétique. Le ROTEM, donc c'est une évaluation délocalisée de la coagulopathie. Et vous savez que dans l'HPP, il y a souvent une coagulopathie associée, mais pas toujours. Et en fait, il y a plein d'intérêts à l'évaluation par le ROTEM, puisque cette coagulopathie, donc, elle peut arriver, mais elle est inconstante, et elle peut compliquer l'HPP par consommation, mais elle peut aussi précéder l'HPP, notamment dans l'embolie amniotique, dans l'HRP, où en fait la coagulopathie va être majeure et très rapide. La coagulopathie va pérenniser le saignement, donc ça veut dire que du coup, si vous avez un moyen de dépister, de traiter précocement la coagulopathie avec un appareil délocalisé, ça peut influer sur la gravité de l'HPP. Les causes de la coagulopathie peuvent être en plus très diverses, et vous allez voir que le ROTEM peut vous orienter sur le type d'étiologie de la coagulopathie. Et en l'absence d'une réponse rapide, il peut être difficile de prendre des bonnes décisions. D'autre part, si vous mettez certains types de traitements comme le fibrinogène, les PFC, les plaquettes, à l'aveugle et que ça s'avérait inutile, ça peut être délétère pour la patiente, en plus du coût économique. Et cette coagulopathie, en plus, peut évoluer rapidement. Donc, surveiller son évolution et contrôler rapidement l'effet des traitements et l'évolution naturelle de cette coagulopathie, elle peut être très importante. Donc, tout ça, c'est très complexe. Et le ROTEM, en fait, en tout cas, la biologie délocalisée de la coagulation permet de répondre à pas mal de choses, puisqu'on a des résultats assez rapides dans les 10 minutes, donc ce qui contraste avec le délai du labo, parce que quand vous envoyez le prélèvement au labo, souvent, vous recevez les résultats au moins 1 heure après, et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, et du coup, vous ne pouvez pas forcément raisonner sur les résultats d'il y a 1 heure, puisque entre-temps, la patiente s'est déglobulisée et a perdu des facteurs de coagulation. Ça peut confirmer ou infirmer la coagulopathie. Si on n'a pas, ça vous rassure, on verra après. Et ça vous oriente sur l'étiologie et donc sur le traitement nécessaire. Donc le ROTEM, c'est quoi ? C'est vous prélevez du sang total sur un tube bleu, un tube citraté, vous allez mettre dans une cupule, d'accord, donc où le sang va coaguler, il y a un caillot qui va se former, et en fait il y a une tige qui va tourner à l'intérieur, et en fait qui va mesurer la formation du caillot en direct, qui va vous donner, donc comme en bas à droite, un graphique avec du coup le délai de formation. Est-ce que le caillot se forme très lentement ou très vite ? D'accord, c'est le temps d'initiation qu'on va voir après. Et puis la fermeté, est-ce que le caillot il est solide ? Et ça, c'est plutôt toutes les mesures en amplitude. Et en fait, il y en a plein, mais on va se concentrer sur les deux principaux. Les paramètres principaux du ROTEM, le premier, c'est le FIB-TEM. Je passe sur comment la machine arrive à vous donner ça avec des activateurs, tout ça. Je pense que c'est pas forcément la question du jour. Le FIB-TEM, c'est une évaluation du fibrinogène. Et en fait, l'amplitude à 5 minutes, qu'on appelle le FIB-TEM A5, il informe sur le taux de fibrinogène. Grosso modo, pour retenir, si ce FIB-TEM A5 est inférieur à 12 mm, c'est l'amplitude que la machine mesure en direct, et il y a un petit chiffre qui vous dit où est-ce qu'on en est. Grosso modo, il faut envisager de passer du fibrinogène. Et un deuxième paramètre, c'est l'EXTEM. EXTEM comme voie extrinsèque, donc la voie qui explore beaucoup le TP en fait, donc la coagulation en elle-même. Et là, l'EXTEM, ce qui est important, c'est surtout le délai d'initiation. Et forcément, donc plus le caillot met de temps à commencer à apparaître, plus le TP est bas
parce que la coagulation est allongée, en fait. Et en fait, si l'extème, le temps ici, que met le caillou a commencé à se former est supérieur à 75 secondes, on peut envisager de passer des PFC, puisque les PFC contiennent des facteurs de coagulation qui vont du coup permettre de corriger les troubles de coagulation. Ça, c'est un petit peu à la marge, mais dans certains cas, on peut avoir, notamment dans des hémorragies très longues, massives, avec où on a passé plein de trucs. Au bout d'un moment, on peut se poser la question de la nécessité de passer aussi des concentrés plaquettaires. Et en fait, lorsque vous faites la différence d'amplitude entre le FITEM et l'extème, ça vous oriente sur la participation des plaquettes à la coagulopathie. Et si c'est pathologique, notamment dans le cas où vous n'en sortez plus, vous avez passé plein de trucs et du coup, vous posez la question des plaquettes, et ben, ça peut vous inciter à passer des plaquettes avant de recevoir le prélèvement qui peut mettre, comme on a dit, un certain temps à revenir. Alors, il existe quand même des données sur le ROTEM que je voulais vous montrer. Pour résumer en une seule diapo, parce qu'on peut en faire plein, le ROTEM déjà, est-ce que c'est fiable? Oui, il prédit avec fiabilité soit et les valeurs absolues et les variations du labo pour le fibri, le TP et les plaquettes. Donc la fiabilité, c'est important pour un outil de biologie délocalisée. Si ce n'est pas fiable, bah, il faut l'utiliser avec précaution. Et là, effectivement, c'est des données qui sont assez fiables. Lorsqu'on a un FibTEM, donc la mesure du fibrinogène, qui est pathologique, ça prédit précocement, c'est-à-dire quand vous avez un FibTEM qui est pathologique, dans la littérature, c'est associé à plus d'évolution vers l'hémorragie sévère. Donc en plus de savoir est-ce que vous allez passer du fibri ou pas, ça vous dit aussi que le potentiel d'évolution de votre hémorragie est plus grave potentiellement que si le FibTEM n'est pas pathologique. Et ensuite, tout ce qui est... Alors, ce ne sont que des études observationnelles, mais sur des très grandes cohortes, parce que pour l'instant, on n'a pas encore d'études randomisées ou de méta-analyse prospective sur le sujet. Mais en tout cas, lorsque vous avez un algorithme qui permet de guider votre prise en charge sur les données du ROTEM, et ben en fait, ça permet d'améliorer certaines données du pronostic maternel, notamment moins d'évolution vers l'HPP massive, moins de transfusion de produits sanguins, moins d'hystérectomie d'hémostase, moins de transfert en réanimation. Donc c'est quand même important. Notamment, donc, il y a plusieurs sociétés savantes qui recommandent donc son utilisation avec effectivement des seuils et des conduites à tenir en termes de transfusion de tel ou tel produit sanguin. Mais le côté algorithme est très important, c'est-à-dire il y a vraiment des recommandations spécifiques sur le fait que avoir le ROTEM c'est bien, mais d'avoir un algorithme local sur comment l'utiliser c'est mieux. Et donc du coup il y a trois sociétés savantes qui se sont positionnées sur ça. Et il y en a certains qui circulent dans la littérature. Et celui-là me semblait, alors je ne vais pas le détailler, je vous donne la référence ici. Il a été publié en 2022. Il est issu de l'une des études observationnelles dont je vous ai parlé juste avant, qui a été réalisée au Pays de Galles. Et il me semble assez clair. Et notamment, donc, on a bien sûr quand est-ce qu'on prélève le bilan, tout ce qu'il y a autour du ROTEM. Mais au centre, il y a toute la partie sur le ROTEM avec les seuils. Si le FibTEM il est au-dessus de ça, on passe tant de fibrinogène. Si l'extème il est allongé, on fait ci et ça. Et ça me semble assez intéressant. Si on passe un petit peu à la pratique, donc imaginons, c'est un cas clinique qui est un petit peu fictif, mais c'est pour illustrer aussi l'intérêt du ROTEM dans la durée d'une même patiente. Vous savez très bien que l'HPP ne va pas être la même dans les 30 premières minutes que 2 heures après, que 6 heures après. Et donc, répéter les prélèvements peut vous aider aussi à savoir comment ça évolue et savoir un petit peu l'efficacité de vos traitements. Et ben, par exemple, sur cette patiente-là, une HPP sur atonie utérine, on est à 1200, on a passé 2 grammes de calcium et 1 gramme d'hexacyle. On fait un premier ROTEM. Souvent, ce n'est pas la peine de faire le ROTEM avant 1 litre de saignement. Mais là, on est à 1200, ça peut se justifier, surtout qu'a priori, le saignement n'est pas la cause du saignement n'est pas encore contrôlée. Et ce que je voulais vous montrer là sur cette image-là, c'est le côté très intéressant personnellement, nous on en a un ici à Jeanne de Flandre, et en fait, des fois, l'image du ROTEM, elle est là-bas, je passe, ah ok, tout est normal, et puis je peux continuer, parce qu'en fait, de très loin, on voit très vite en 5-10 minutes, si c'est normal, vous le voyez. Et là, par exemple, on n'a pas encore tout le graphe, tout l'obus jusqu'à la fin, mais on s'en fiche un peu, parce que si le FibTEM A5, il est à 20,
donc on sait que c'est largement au-dessus de la moyenne, donc il est normal. Que ici, l'externe, le CT, il est très court, la coagulation est très efficace, le caillot se forme rapidement, en plus vous avez une amplitude qui est très forte, tout de suite vous dites, ok, cette patiente n'a pas de coagulopathie. C'est une information intéressante. Après, la même patiente peut évoluer, et par exemple là, la même patiente, on est à 2200 ml de saignement, on a repassé 1 gramme d'hexacil, puisque certaines sociétés savantes recommandent de refaire 1 gramme d'hexacil si le saignement n'est pas contrôlé 30 minutes après la première injection d'hexacil. Et on décide de faire un ballon de tamponnement. C'est un moment clé où on peut refaire un checkpoint. Et là, on voit, parfait, le FibTM A5, il est inférieur à 12 mm. On décide de passer du fibrinogène. Alors là, finalement, la quantité en elle-même importe peu, mais c'est surtout pour que vous ayez des tracés en tête. Et la même patiente, si ça continue à se dégrader, imaginons qu'on est déjà à 3300, on décide de passer au bloc pour une hémostase chirurgicale. Ça peut être pas mal de refaire le point. Et on a très souvent ce genre de profil avec une patiente qui, malgré la première administration de fibrinogène, on voit que le fibri est encore bas malgré le fait qu'on a perfusé le fibrinogène. Et on a un externe qui s'est allongé, puisque forcément on commence à avoir une HPP massive, en tout cas très importante. On va assez facilement se poser la question des PFC et des plaquettes. Et là, ça nous oriente sur le fait de passer des PFC. Voilà, donc c'était un peu un survol de ce que le ROTEM peut vous apporter en pratique courante avec quelques données de la littérature. Dernière situation pour le ROTEM, c'est que, comme vous le savez, dans l'hémorragie, dans l'hématome rétroplacentaire ou l'embolie amniotique, la particularité, c'est que la coagulopathie peut être extrêmement explosive, très précoce et précéder le saignement. Et donc, si vous avez ces situations-là ou une suspicion et que vous faites votre ROTEM, des fois, vous allez tomber sur des choses comme ça. Donc, avec un FibTM qui est complètement effondré, indosable. Donc, ça, c'est des vraies images du service d'une patiente qui avait fait une embolie amniotique. Et vous avez ici, par exemple, à droite, en 10 minutes de temps, ça a été fait 10 minutes après la perte de conscience. La patiente n'avait saigné que 700 ml à ce moment-là. Ce n'était pas sur de la coagulopathie de consommation, c'était vraiment l'embolie amniotique. Mais on peut avoir la même chose sur des HRP. Et voilà, on a une coagulation qui est extrêmement perturbée, un CT qui est allongé, une amplitude qui est très forte, un caillot qui n'est pas très solide, et surtout une fibrinolyse, puisque lorsque le caillot se dissout, ça veut dire qu'il a été lysé, il y a de la fibrinolyse. Donc du coup, dans ce tableau-là, c'est chaud. Et donc, la réanimation hématologique ne va pas du tout être la même. Et donc là, on va larguer beaucoup de fibrinogènes, d'acide tranexamique et des PFC assez rapidement. Et chez cette patiente-là, on a répété les ROTEM, ce qui nous a permis de savoir jusqu'à quand on transfusait des produits sanguins. Dernier sujet, c'est le cell saver. Donc, le cell saver dans l'HPP, j'y crois. On a de la chance. Du coup, le principe, c'est qu'on va aspirer du sang du champ opératoire que l'on va stocker dans un réservoir, et ça va être mélangé à du SSI hépariné pour pas que ça coagule. Ensuite, une fois qu'on a décidé de retraiter ce saignement lorsque le saignement est suffisamment important, on va le laver et le centrifuger vraiment dans la machine, et ça va nous créer un culot, mais dont l'hématocrite est très concentré, d'accord. Donc le même volume d'un culot de retransfusion de cell saver, il y a plus d'hématocrite que dans un culot que vous avez de l'EFS, d'accord. Et cette poche de sang autologue, vous allez pouvoir la réinfuser à la patiente juste après. Donc il y a des données dans la littérature. J'ai décidé de ne présenter que celle-là parce que sinon c'est trop long. Ça a le mérite d'être une méta-analyse récente qui reprend un petit peu, voilà. Donc c'est critiquable parce qu'il y a plein de, il y a des études observationnelles des RCT, mais ça a le mérite de reprendre toutes les données depuis 1998 et d'avoir 3000 patientes. Et alors tout ne ressort pas, mais il y a des données qui montrent que le cell saver permet un meilleur taux d'hémoglobine post-opératoire, une diminution des effets indésirables liés à la transfusion, puisque dans le groupe où les patients ont été retransfusés du cell saver, ils ont eu moins de produits sanguins, et donc du coup on évite indirectement, on extrapole la morbidité qui est liée à la non-transfusion de produits sanguins qu'elle aurait pu recevoir si jamais elle n'avait pas eu de cell saver, et également une diminution de la durée de séjour maternelle.
Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà quelques données de la littérature. Mais je voulais me concentrer surtout sur les risques, puisqu'il y a beaucoup de réticences sur le cell saver, tourne autour des risques, et notamment le fait que retransfuser du contenu amniotique, ça peut provoquer une embolie amniotique. Donc du coup, on se dit, oulala. Et donc, malgré le fait que ça apporterait des bénéfices théoriques et un petit peu scientifiques, au vu de la gravité potentielle de l'embolie amniotique, qui est bien documentée, peut-être que le rapport bénéfice-risque n'est pas si intéressant que ça au premier abord. Et en fait, je vais essayer de vous donner, peut-être que c'est un parti pris, mais je vous donne aussi le fruit de mon analyse de la littérature. Alors, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi que celle-là, des études qui ont essayé de retrouver dans le sang qui est censé être retransfusé à la patiente des éléments qui sont incriminés dans la genèse de l'embolie amniotique. Ici, une étude prospective cas témoin, où on a fait des prélèvements sanguins en préopératoire, en post-op immédiat et le lendemain, et à la recherche de marqueurs retrouvés dans l'embolie amniotique. 16 patientes dans le groupe Cell-Saver qui avaient eu une césarienne programmée pour placenta prévia et utérus fibromateux principalement, et 21 patients de contrôle qui avaient une césarienne programmée à bas risque d'HPP. Et il n'y avait pas plus de marqueurs d'embolie amniotique dans le groupe Cell-Saver. Donc ça, c'est une première étude expérimentale, mais il y en a plusieurs, dont certaines plutôt anciennes, mais c'était la plus caricaturale et la plus récente pour moi. Et autre chose aussi qui m'a semblé important, c'est que forcément le déclaratif est important, et si vous reprenez donc les données de la méta-analyse donc sur le Cell-Saver que je vous ai présenté juste avant, eh ben, les auteurs nous rapportent qu'aucun, sur les 3000 patients qui ont été inclus dans toutes ces études-là, il n'y avait pas eu de cas d'embolie amniotique dans les patients qui avaient reçu le culot de transfusion du Cell-Saver. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est plutôt rassurant à mon sens, et ce qui fait que nous, on l'utilise depuis très longtemps à Jeanne de Flandre. Mais bien sûr, il ne faut pas dire, bon, bah, on s'en fiche et en fait, rien ne compte. Non, il y a quand même quelques précautions à respecter. Donc là, c'est plus pratico-pratique. La première chose que je vous conseille, c'est de séparer les aspirations. C'est-à-dire que dans un premier temps, alors il y a des équipes qui prennent tout dans le Cell-Saver, le liquide amniotique, tout ça, en disant que ça va être centrifugé, que ça va être séparé, que ça ne compte pas trop. Je pense que c'est pas... En tout cas, chez nous, on ne le fait pas. On fait l'aspi classique pour le liquide amniotique, et à partir du moment où le placenta se décolle, on commence à aspirer dans l'aspi du Cell-Saver pour être potentiellement retraité. La deuxième chose, c'est d'utiliser un filtre. Donc là, il y a plein de débats également. Le filtre avant retransfusion, classiquement, il y a plein de données, notamment de sociétés savantes, qui recommandent d'utiliser ce qu'on appelle un filtre à déleucocité. C'est ce qu'on utilise, les banques du sang utilisent pour déleucociter les culots. Et en fait, il y a eu... Alors déjà, nous, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Des fois, on les avait pas. Et surtout, il y a pas mal il y a une trentaine, je crois, de cas dans la littérature où le fait d'utiliser le filtre avait entraîné des épisodes d'hypotension. Alors, il n'y a pas forcément de lien intuitif, mais en fait, il y a des auteurs qui incriminent des phénomènes de cytokines, etc., qui peuvent être à l'origine d'hypotension. Et ces hypotensions étaient réversibles lors du changement du filtre pour un autre. Donc c'est plutôt ça. Et dans notre maternité, et ce qui se fait de plus en plus aussi dans la littérature, c'est de remplacer ce filtre par ce qu'on appelle un filtre 40 microns, qui filtre effectivement les petites particules, et il est de plus en plus utilisé depuis 10-15 ans. Et la dernière précaution, c'est que en fait, vous allez retransfuser du sang maternel, mais dans lequel il y a quand même jusqu'à 1,5% de globules rouges fétaux dans le sang retransfusé, ce qui fait que si votre patiente est de résus négatif, souvent on l'oublie parce qu'on est un peu dans le jus, c'est le cas de le dire, et bah, du coup il faut administrer du Roflac, et surtout de faire... donc le principe c'est d'administrer du Roflac, mais combien, bah, du coup vous connaissez bien, il y a des données pour effectivement recommander de faire un CLIOR pour guider la dose nécessaire. Voilà, alors pour qui, j'en ai pour 5 minutes. Donc grosso modo c'est plutôt en césarienne, on ne va pas parler de voix basse, mais on peut en parler après si vous voulez, il n'y a quasiment pas de données. Il y a des indications médicales, le refus de transfusion, donc ça c'est classique, les témoins de Jéhovah, l'accès difficile au culot sanguin, donc tout ce qui est rail positive, rare, les groupes rares et les impasses transfusionnelles. Je passe un peu vite, mais le plus important c'est surtout les indications obstétricales, parce que dans l'HPP c'est surtout celles-là qui vont nous intéresser. Donc tout ce qui est donc placenta prévia, anomalie de localisation placentaire,
tous les troubles du spectre du placenta accreta, les antécédents de rupture utérine et l'HRP si vous pouvez. Voilà, sans oublier que, en fait, et ça c'est très important, on a parlé de l'hémopéritoine au tout début de l'intervention, et ben en fait, c'est une indication intéressante puisque dans une étude qui a été dirigée par Catherine Barret, qui est notre référente du Seltzever depuis très longtemps, ils ont fait une étude rétrospective sur 293 patientes qui ont été retransfusées entre 2007 et 2018 chez nous, et on voit qu'en fait, l'indication la plus rentable du Seltzever, c'est les reprises pour hémopéritoine. Dans 77% des cas, eh ben, l'utilisation du Seltzever qu'on met à chaque fois a permis d'avoir suffisamment de sang dans la machine pour faire une retransfusion et que la patiente bénéficie d'une partie de ce sang. Donc là, c'est un cas que moi j'ai eu. Voilà, une patiente qui a fait, après une césarienne programmée, une HPP sur un décollement vésico-utérin un petit peu hémorragique. Voilà, quelques heures plus tard, malaise tachycardie. On met en évidence un hémopéritoine important. Et les reprises, saignement total 5 litres. Et ben, du coup, on avait récupéré 3,8 litres d'hémopéritoine dans le Seltzever. La patiente n'a pas été transfusée en globules rouges. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un exemple personnel. Et dernière chose aussi, c'est qu'aussi vous pouvez aussi penser à l'utiliser lorsque en fait, rien ne le prédisait, mais que voilà, ça vous arrive, ça nous arrive à tous d'avoir une césarienne qui n'était pas prévue et pouf, saignement à l'hystérotomie, plaie, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a l'impression que lorsqu'on a le Seltzever, c'est que c'est en fait non, là ça va être trop compliqué, il faut tout monter, on a plein de choses à faire, donc en fait on finit par ne pas l'utiliser. Mais ça, Catherine chez nous insiste beaucoup sur ça. En fait, vous allez voir que en fait le plus important, c'est lorsque vous avez tout votre matériel dans une boîte et que vous mettez les choses principales. Et ben en fait, ça prend que quelques minutes. Il faut juste mettre le sérum hépariné, le relier au bocal, fixer à l'aspi, vous donner l'aspi. Et en fait, tout le reste, ça vient après. Le plus important, c'est que le sang n'aille pas dans le champ, dans votre bocal d'aspiration, et qu'il aille là-dedans. Et après, on réfléchit. Et en fait, finalement, quand on a ce réflexe, on peut monter assez rapidement le Seltzever sur des situations inopinées. Et voilà, donc on commence à avoir un peu de recul pour envisager une généralisation plus importante en obstétrique. Donc pour l'instant, c'est qu'en césarienne, mais quelques éléments en voix basse. Donc utile en programmé lorsque l'HPP est hautement prévisible, mais aussi sur un saignement inopiné, soit en cours de césarienne, soit sur une reprise pour hémopéritoine. Et comme les indications restent peu fréquentes, il y a aussi la problématique de comment on fait pour l'avoir facilement. Je vous propose, quand c'est possible, d'envisager par exemple de mutualiser son utilisation dans le cadre d'un bloc central ou d'un bloc de chirurgie gynécologique. On peut en avoir régulièrement besoin, notamment pour les GEU, qui est une bonne indication également. Merci. Merci Max, on a très peu de temps pour les questions, on a moins d'1 minute. Moi j'avais une remarque, c'est qu'il y a quand même une littérature qui a montré qu'aujourd'hui l'utilisation de 2 systèmes d'aspiration pour les Seltzever, c'est plus forcément nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément le faire, mais ça veut dire que si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, sans doute. C'est sans doute pas très grave avec les systèmes modernes. Et par contre, j'avais la notion que le bol devait par contre être bien lavé, pas faire des bols incomplets. Je ne sais pas si tu avais cette notion-là aussi, mais c'était dans la littérature. C'est vrai que là, je parle d'expérience personnelle. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire les deux. C'était les recos britanniques qui indiquaient. Est-ce qu'il y a une question? Une question. Donc, on va clore cette session. La session suivante, ce sera un atelier sur l'analgésie péridurale qui est ouvert officiellement à 30 participants, mais vous pouvez être beaucoup plus nombreux puisque ce sera dans cette même salle